On l'a dit et redit. Ces dernières années, les problèmes de santé mentale, de dépression, d'anxiété sont à la hausse. Ils ont même explosé depuis la pandémie de Covid-19. Pour gérer les problèmes d'anxiété généralisée, on propose généralement des médicaments qui ont leurs bons et leurs moins bons côtés. On pense particulièrement aux effets secondaires. Alors avec mon invité d'aujourd'hui, nous allons chercher à mieux comprendre les causes de l'anxiété et les meilleures pistes pour y faire face et la surmonter. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Il est écrit. Le sujet est un sujet important, intéressant et je suis aussi heureux de pouvoir l'aborder avec quelqu'un qui a lui-même vécu de l'anxiété, qui sait ce que c'est que de devoir faire face à l'anxiété et qui a trouvé des pistes, des stratégies pour la surmonter. Je reçois aujourd'hui Dominique Noël. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, je disais à l'instant que tu as dû toi-même faire face à cela. C'est très handicapant quand on fait face à l'anxiété. Alors, l'anxiété a l'un de ses effets sur la vie d'un individu lorsque ça devient un trouble anxieux, c'est que ça vient graduellement limiter la sphère d'activité dans laquelle on accepte de participer. Alors, graduellement, notre monde se rétrécit. Alors, c'est extrêmement paralysant, en effet. On le disait, je le disais en introduction, de plus en plus, les gens souffrent de troubles anxieux. Comment est-ce qu'on explique, et est-ce qu'on explique d'abord le fait qu'il y ait de plus en plus de cas d'anxiété? Alors, on n'a pas vraiment de réponse définitive à cette question. On peut seulement observer qu'en effet, il y a beaucoup plus de personnes qui rapportent vivre avec des symptômes compatibles avec un trouble anxieux. Les hypothèses qui sont émises incluent la présence des médias sociaux. Également, le fait qu'aujourd'hui, il y a des campagnes de sensibilisation pour les troubles de santé mentale. Donc, ça veut dire qu'on diagnostique plus Exactement, qu'auparavant. on le diagnostique beaucoup plus. Et les gens, en général, sont plus susceptibles de mentionner leurs défis quotidiens par rapport à l'anxiété à leur médecin ou autres professionnels de santé. Alors, il y a plusieurs facteurs qui semblent impliqués dans cette émergence ou cette augmentation des troubles anxieux qu'on observe depuis les dernières 2 décennies. Se pourrait-il, Dominique, que le psychisme de nos contemporains soit un peu plus fragile? Moi, je pense sincèrement que c'est une hypothèse qui est intéressante parce que durant les dernières décennies, ce qu'on a pu observer, c'est une manière complètement différente d'aborder ce qu'on pourrait appeler l'adversité en général. Un bon exemple, c'est qu'aujourd'hui, un enfant qui ne performe pas bien dans une activité sportive sera protégé d'un échec en remportant quand même une médaille de participation, ou un enfant qui ne respecte pas les consignes d'un devoir à l'école n'aura pas un résultat d'échec. Alors, on peut comprendre que lorsque l'enfant n'est pas confronté justement à ces manquements, à la vie adulte, il risque d'y avoir des conséquences assez traumatisantes lorsque, à l'université ou lors de leur premier emploi, ils doivent faire preuve d'une performance qui corresponde à ce qui est attendu. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour que notre psychisme, notre faculté mentale se développe et qu'on soit capable de résilience, il faut qu'on fasse face à l'adversité. Ouais. Alors ici, l'expérience de l'anxiété n'est pas le problème en tant que tel. Le problème va être la régulation de l'émotion lorsqu'on fait face à une situation qui est difficile. D'accord? Alors, si
parce que je n'ai jamais été confronté à une situation où j'ai échoué, où j'aurais pu faire mieux, lorsque une personne m'avise que ma performance est inadéquate et que je n'ai pas les ressources internes pour réagir adéquatement, je suis complètement démuni. Et à ce moment-là, c'est l'anxiété ou l'émotion de la situation qui m'envahit. D'accord? Alors ici, le point le plus important, c'est la régulation de l'émotion face à l'adversité. Ce qu'on remarque, c'est que de moins en moins de jeunes développent cette capacité ou cette compétence émotionnelle. Gérer les émotions au moment où on fait face à l'adversité, à l'épreuve ou à l'échec. Ça me fait penser à un texte que je voudrais qu'on lise ensemble dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, où il me semble, et tu vas me dire ce que tu en penses, que c'est un petit peu aussi ce qu'exprime l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 5, le verset 3, l'apôtre Paul dit ceci. « Bien plus, nous nous glorifions même dans les épreuves, sachant que l'épreuve produit la persévérance. » C'est un texte qui est intéressant parce que toute personne humaine traverse une période difficile et qu'elle en sort sur cette situation-là plus ou moins indemne, ce qui arrive, c'est qu'elle se rend compte qu'elle est capable. Elle a en elle les ressources de surmonter une situation qu'avant elle jugeait comme étant insurmontable. Et ça bâtit la manière qu'on se voit. La crédibilité que nous avons envers nous-mêmes est fortifiée par ce type d'expérience. Mais si nous n'en avons aucune... Donc, par rapport à cette question de l'anxiété, une première piste qui serait importante, ce serait de dire ne surprotégeons pas nos enfants, ne cherchons pas systématiquement à les préserver des difficultés, des épreuves, voire des échecs. Si la question c'est est-ce que les parents devraient cesser d'intervenir, la réponse c'est non. Le problème, c'est plutôt quelle doit être l'intervention des parents lorsque l'enfant fait face à un échec. Comment le parent va-t-il enseigner à l'enfant à donner à l'événement ou à l'échec le sens qui lui permettra de grandir ou de sortir plus outillé face à ce type de situation? Alors, l'intervention parentale demeure nécessaire. Mais c'est le type. On ne protège pas, on ne met pas l'enfant dans une bulle. On fait un retour avec l'enfant pour lui faire comprendre, écoute, ta performance n'a pas été adéquate. Maintenant, que va-t-on faire à l'avenir pour éviter que ça survienne? Et dire à l'enfant également que ces choses-là, ça arrive. Ça fait partie de la vie. Et ça fait partie de la vie. Effectivement. On va probablement revenir un petit peu tout à l'heure dans la manière de traiter l'anxiété, même avec des adultes. Quand on pense anxiété, dépression, etc., souvent on pense médicaments, ils sont nécessaires, ils sont utiles, ils ont leurs limites. Effectivement. Alors, la médication offre une opportunité extraordinaire. C'est qu'elle diminue le volume ou l'intensité des symptômes, surtout chez la personne anxieuse. Parce que l'anxiété est caractérisée par une inquiétude qui est difficile à contrôler. Alors, vous imaginez que si mon esprit est préoccupé par des choses que moi, je juge importantes dans ma vie et que je n'arrive pas à contrôler ces inquiétudes-là, que j'ai des pensées intrusives, c'est-à-dire des pensées que je ne veux pas dans mon esprit, mais qui sont constamment là. Quand je vais voir mon psychothérapeute, je n'arrive pas à me focusser, je n'arrive pas à comprendre ce que la personne essaie de m'expliquer. Alors, la médication nous permet de réduire l'intensité des symptômes pour ensuite être en mesure de bâtir ma boîte à outils qui me permettra graduellement de surmonter ce trouble. Mais la médication, malheureusement, souvent, le soulagement qu'elle offre aux patients, aux individus qui en ont besoin, est malheureusement assez, c'est bizarre de dire ça, c'est paradoxal, mais est suffisant pour les emmener à dire j'ai plus de travail à faire sur moi-même, je vais me fier seulement à la pilule. Je prends la pilule, c'est ça. Et le travail ne se poursuit pas. Alors que le vrai travail, c'est le travail en psychothérapie avec la thérapie cognitivo-comportementale qui, elle, nous permet de bâtir notre boîte à outils afin de pouvoir, de manière efficace, faire face à l'adversité.
L'un des principes de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est l'exposition graduelle aux situations anxiogènes. D'accord? Alors, on a parlé déjà dans d'autres émissions un petit peu de la TCC, donc la thérapie comportementale. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu quels sont ces principes? Alors, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une thérapie qui invite les participants à prendre conscience de l'impact de leurs pensées sur leurs réponses émotionnelles, mais également sur leur comportement. Plus précisément, on essaie de faire comprendre aux patients que lorsqu'on vit une situation difficile, ce n'est pas la situation en tant que telle qui est le problème, mais bien ma lecture de la situation. Ce sont mes pensées qui induisent l'émotion. Exactement, exactement. Alors, on évite les gens à ce moment-là à faire très attention sur la nature de leurs pensées. On peut faire ça à travers un journal de pensée. Et ensuite, lorsqu'on identifie une erreur de la pensée, on la remplace par une pensée qui est premièrement aidante et deuxièmement, bien sûr, ancrée dans la réalité. Alors, ce qu'on voit, c'est que les individus qui, avec régularité et constance, utilisent les stratégies de thérapie cognitivo-comportementale arrivent à améliorer leur fonctionnement et même souvent surmonter leur dépression ou leur anxiété. Donc, quelqu'un qui fait face à de l'anxiété aura intérêt à rencontrer un thérapeute qui est spécialisé dans cette approche-là? Absolument. La thérapie cognitivo-comportementale est le moyen jusqu'à présent le plus reconnu pour bâtir notre boîte à outils cognitif. Nous permettre de penser d'une manière plus rationnelle. Absolument. Et ça va influencer nos émotions et donc faire disparaître ou en tout cas diminuer l'anxiété. Un bon exemple, si on fait un retour directement par rapport à l'anxiété, c'est si j'ai peur de la conduite automobile, d'accord? Le thérapeute va m'emmener à réfléchir sur le type de pensée qui viennent à mon esprit lorsque je considère la possibilité de conduire une auto. Et ensuite, faire un travail graduellement qui me permettra de recadrer mes pensées et ensuite m'emmener à m'exposer à la conduite automobile. Ça fait partie de l'accompagnement, m'exposer aux situations qui vont causer de l'anxiété. Vous voyez à quel point maintenant, cet aspect plus pratique de la thérapie est indispensable pour vraiment amener une personne à la rémission. Alors, il y a la TCC. Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants qui peuvent aider, soulager, aider à surmonter l'anxiété? Absolument. Alors, les auditeurs reconnaîtront bien sûr les principes du docteur Nedley. On a parlé souvent on en a parlé souvent, mais je pense que c'est pertinent d'en reparler encore aujourd'hui. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est le sommeil. On ne peut pas s'attendre à une amélioration de l'humeur ou du contrôle de l'anxiété si une personne ne dort pas suffisamment. Alors, j'aimerais inviter ceux qui nous écoutent et qui souffrent d'anxiété de donner une attention particulière à la qualité de leur sommeil. Et si jamais leur sommeil n'est pas optimal, de penser aux différents conseils d'hygiène de sommeil qu'ils pourraient mettre en place. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'activité physique. L'activité physique, de manière intéressante, est un antidépresseur, mais peut également diminuer l'intensité de l'anxiété qu'on ressent pendant 2 à 3 heures. C'est quand même significatif. Alors, une pratique d'activité physique régulière, au moins d'intensité modérée, va nous aider à contrôler l'anxiété qu'on peut ressentir quotidiennement. Donc, faire de l'exercice régulier, et en particulier si on sent monter une phase d'anxiété, à ce moment-là, aller marcher, ça va être quelque chose qui va aider. Absolument. On parle parfois aussi de la respiration. Oui, la respiration est également très importante. On ne parle pas ici de méditation transcendantale, bien sûr. On parle d'exercices respiratoires qui sont diaphragmatiques. Alors, quel genre d'exercice respiratoire va aider quelqu'un qui est dans une phase anxieuse? Alors, le but de la respiration profonde, respiration diaphragmatique, c'est activer le système parasympathique, d'accord? Alors, lorsqu'on prend une grande respiration et qu'on la maintient, ce qui arrive, c'est qu'il y a un ralentissement du rythme cardiaque momentané.
D'accord? On le voit d'ailleurs sur les électrocardiogrammes. Une personne qui respire profondément, il va avoir un ralentissement parce que le volet de notre système nerveux qui favorise la relaxation est activé par la respiration profonde. OK? Et ça, c'est le principe qui emmène plusieurs experts à dire que la respiration profonde est un outil puissant pour gérer l'anxiété. Et c'est un fait, c'est vrai. Lorsqu'on fait, par exemple, une inspiration de 4 à 6 secondes, on la maintient pendant 4 secondes et ensuite on expire pendant 4 secondes. On inspire encore une fois pendant 4 à 6 secondes, on arrête de respirer pendant 4 secondes et ensuite on continue ce cycle. On voit que graduellement, les gens sont beaucoup plus détendus. Et ça peut aider une personne, par exemple, qui est en panique, à désamorcer la crise. Alors, on a parlé donc de la thérapie cognitivo-comportementale, reformater nos pensées en quelque sorte. On a parlé de l'exercice physique comme absolument important et la respiration. On peut mentionner encore un ou deux éléments? L'alimentation. Alors, il est important pour nous de nous rappeler que nous sommes physiquement le résultat de ce que nous mangeons. Et ça inclut également l'activité de notre cerveau. Et l'anxiété est le fruit de l'activité de notre cerveau. Or, on sait qu'une alimentation qui est riche en produits d'origine végétale va permettre au cerveau de mieux fonctionner. L'une des raisons, c'est parce que, et ça c'est une découverte récente, on sait aujourd'hui que une bonne partie de la quantité de sérotonine, ça c'est la molécule qu'on essaie d'augmenter en termes de concentration dans le cerveau lorsqu'une personne souffre d'anxiété ou de dépression. Alors cette sérotonine-là, elle est en bonne partie produite par les bonnes bactéries de notre système digestif. Okay? Alors, mais le microbiote. Le microbiote, okay. On en a déjà parlé. Ouais. Alors, ce microbiote-là, pour le préserver ou pour le rendre plus fort, il lui faut des fibres, d'accord? Et les fibres proviennent d'aliments d'origine végétale, d'accord? Alors, pour augmenter naturellement la quantité de sérotonine dans le cerveau, à la disposition de notre cerveau, avoir une alimentation riche en produits d'origine végétale est une stratégie qu'il faut absolument considérer et mettre en place. Est-ce qu'on peut, dans les quelques minutes qui nous restent, parler un petit peu de l'importance aussi de la spiritualité, pour nous en tant que croyants, que chrétiens, de la confiance en Dieu? Ça joue aussi un rôle indéniable dans la maîtrise et le fait de surmonter l'anxiété. Absolument. Ce qui est intéressant dans la perspective judéo-chrétienne, c'est que l'adversité fait partie du périple. Dieu n'a jamais promis que notre passage sur Terre serait exempt de difficultés. Ce qu'il nous a promis, c'est qu'il serait avec nous à chaque moment. Oui? Alors, lorsqu'on parle ici de résilience ou d'une perspective qui nous permet d'avoir davantage de sérénité dans une situation difficile, savoir que le Créateur de l'univers est à mes côtés alors que je suis en train de passer par un moment difficile, ça a un effet apaisant. Également, savoir que en étant dans une situation difficile, je suis dans une opportunité de croissance. Peut-être que je ne comprends pas ce qui m'arrive présentement. C'est très inconfortable ce qui arrive présentement, mais je vais faire confiance quand même. Il y a des phrases comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, ce sont des points d'ancrage sur lesquels on peut s'appuyer quand on fait face à des épreuves. Oui, la foi et l'espérance des choses qu'on espère. Aussi une espérance des choses qu'on ne voit pas, une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Lorsque je suis dans une situation difficile où je panique et que je sais rationnellement que ma panique n'est pas basée sur des craintes qui sont concrètes, même si je me sens perturbé, ça prend de la foi. Ça prend de la foi. Okay? Alors, en faisant confiance au Seigneur, en nous appuyant sur ses promesses, ça, c'est important d'avoir nos promesses favorites, savoir que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça serait quoi ta promesse favorite en tant qu'anxieux ou ex-anxieux? Probablement, je dirais que c'est prends courage,
je te répète, prends courage. C'est pas une promesse, c'est plutôt une invitation que Dieu a fait à Josué. Mais moi, la manière que je le perçois, c'est que Dieu ne me dirait pas de prendre courage s'il n'était pas là pour m'aider durant la situation. Et ça a été une source d'inspiration pour moi, même dans mes moments les plus difficiles. Le Seigneur me dit, prends courage. Alors, s'il me le dit, il a une bonne raison. Je vais le faire. Je vais aller vers les choses qui me rendent anxieux, qui m'angoissent. Parce que le Seigneur me dit, prends courage, prends courage. Tu peux t'appuyer sur moi, je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Ouais. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Dominique. J'aimerais qu'on puisse terminer ensemble, justement, en priant. Est-ce que je peux te demander de faire une courte prière pour tous ceux qui, peut-être, vivent des moments d'anxiété, pour qu'ils puissent découvrir ces stratégies et puis compter sur celui qui est avec eux? Absolument. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité de parler de ce sujet important qu'est l'anxiété. Nous voulons te demander de continuer à te manifester puissamment dans la vie de ceux qui souffrent de ce trouble et permet que ce trouble soit en fait une opportunité pour eux de croître et de fortifier leur relation avec toi. Permet qu'eux puissent devenir des témoins puissants afin de libérer d'autres personnes des chaînes de l'anxiété. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est maintenant le temps de vous présenter un petit peu de l'excellent matériel produit par Il est écrit. Je vais le faire avec mes amis que vous connaissez bien. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alberto, on commence par toi. On a parlé aujourd'hui d'anxiété. Tu as entre les mains des documents qui sont vraiment de très haute qualité. Voilà. Très haute qualité parce que le résultat est très positif. Du programme du Dr Nedley, qui est pas nouveau. On en a déjà parlé, bien sûr. Voilà. Et donc, mais qui a aidé énormément des personnes parce que c'est très pratique. Juste pour montrer le cahier d'exercice que j'ai entre mes mains. Pour des personnes qui ont l'anxiété ou la dépression, ce cahier d'exercice est assez complet pour pouvoir mettre en pratique certains aspects. Donc, quelqu'un qui souffre, par exemple, d'anxiété, de dépression, pourrait commander ce cahier d'exercice, puis il va pouvoir, comme ça, lui-même déjà mettre en pratique un certain nombre de choses? Tout à fait. Puis il y a 8 chapitres, si on veut, où est-ce que chaque semaine, en passant, ce n'est pas quelque chose qu'on va lire une semaine, c'est vraiment un chapitre par semaine que l'on va incorporer certains aspects et éléments dans notre vie. Donc, des informations qu'on reçoit et des conseils pratiques. Voilà, pour pouvoir vraiment sortir de cet état-là. Il y a une phrase qui mentionnait du Dr Nedley, la dépression est réversible, ce n'est pas une fatalité. Donc, ce cahier qui nous propose de passer avec 8 semaines, et puis par la suite 20 semaines, vont pouvoir nous aider à nous en sortir, à vraiment renverser cet effet-là. Ouais. L'anxiété n'est pas non plus une fatalité, elle est aussi réversible. Tout à fait. Puis ensuite, j'ai aussi, pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin, approfondir à ce sujet, j'ai un manuel avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, et puis qui va pouvoir aider non seulement la personne, mais aussi pouvoir aider d'autres personnes. Donc, on pourrait dire que le cahier d'exercice, c'est surtout pour mettre en pratique, et le livre, c'est pour comprendre plus en profondeur et pour pouvoir aider. Voilà. Donc, le manuel, nous l'offrons à 49 $ plus les frais de port. Également, le cahier d'exercice pour 20 $ et les frais de port. Voilà, donc c'est quand même matériel abordable, puis avec une mine d'informations et beaucoup de conseils pratiques. Voilà. Merci Alberto. Avec plaisir. Et toi, France, tu voulais nous rappeler l'existence d'un cours biblique gratuit proposé par Il est écrit. Oui, en fait, c'est le dernier bébé, je dirais, d'Il est écrit, qui s'intitule « Au nom de l'amour ». Donc, c'est vraiment le cours qui nous parle du Dieu de l'Ancien Testament. Trop souvent, on voit le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu dur et sévère, alors qu'il est pourtant le même que dans le Nouveau Testament. Alors, dans cette leçon, on voit le pourquoi et le comment que Dieu intervient. Souvent, on voit des grandes histoires de la Bible, de l'Ancien Testament,
Et on ne voit pas toujours l'amour de Dieu. Mais dans ces cours, ça ressort et ça nous fait beaucoup réfléchir aussi. Ça nous amène à avoir une introspection dans notre relation avec Dieu, en plus d'apprendre beaucoup de choses par rapport Oui, au parce texte en fait, il original. faut, pour comprendre certains épisodes, en particulier de l'Ancien Testament, Ouais. aussi du Nouveau, mais plus de l'Ancien, il faut remettre dans le contexte. Exactement. Il faut expliquer certains mots. Voilà, Ouais, je pense voilà. que c'est ce que fait bien ce cours. Oui, donc on tombe en amour avec ce Dieu, je vous dirais, puis on se l'approprie parce que, comme je disais, il y a beaucoup de réflexion, d'introspection dans notre vie personnelle suite à chaque leçon. Donc, que ce soit au niveau de la création, que ce soit Adam et Ève, Caïn, l'histoire de Noé, Abraham qui a dû quitter son pays, l'Exode, ce qui s'est passé aussi à la Tour de Babel, au Mont Sinaï. Et on termine avec 3 leçons sur Jésus. Donc, c'est vraiment un beau cours où on répond à un questionnaire, qu'on complète et qu'on retourne à Il est Donc, écrit. les gens peuvent s'inscrire, soit en ligne, soit Oui, par absolument. téléphone. Ça, c'est important, Ouais. effectivement. Ils peuvent nous appeler, ils peuvent s'inscrire en ligne. Puis, il y a une correspondance avec le correcteur. Donc, si on a des questions, quelque chose qu'on n'a pas compris, etc. On le fait à son rythme. Absolument, sans engagement. Donc, on commence le cours, puis on y va à son rythme, etc. Ceux qui veulent y aller jusqu'au bout, s'il y en a qui veulent arrêter en cours de route, c'est libre à chacun. Mais c'est vraiment enrichissant, vraiment Et puis c'est enrichissant. gratuit. C'est gratuit gratuit. complètement. Au nom de l'amour. Voilà, Découvrir le Dieu de d'amour l'Ancien de l'Ancien Testament. Testament. Merci, France. ça fait plaisir. Alors, si vous voulez découvrir ce cours biblique au nom de l'amour, ou si vous voulez profiter des excellents ouvrages du docteur Nedley pour surmonter l'anxiété et la dépression, prenez contact avec nous. Voici comment le faire. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Caisse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Apocalypse, chapitre 22, verset 20. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 11, verset 25. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone au 514-729-3515 ou par Internet en visitant www.ilestécrit.tv. Merci pour votre générosité. Il me reste juste le temps de vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, de vous souhaiter une excellente semaine et de vous rappeler qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »